Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence en ligne organisée par les techniques de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'intelligence artificielle et plus particulièrement à la sécurité de l'IA et aux nouveaux modèles d'IA. L'IA est aujourd'hui au cœur de l'actualité, autant en termes d'innovation que de sécurité, d'éthique et de réglementation. Le règlement européen sur l'intelligence artificielle, adopté il y a quelques mois, doit veiller à ce que les systèmes d'IA mis sur le marché respectent tous les droits humains et les législations en vigueur. Cette mise en œuvre répond à la nécessité de mieux encadrer le développement des nouveaux modèles d'IA, de plus en plus autonomes, qui pourraient poser des problèmes inédits en termes de sécurité. Cette conférence en ligne sera donc l'occasion de répondre, entre autres, aux questions suivantes. Quel cadre pour examiner la progression du développement de l'IA? Quels pourraient être les nouveaux dysfonctionnements des nouveaux modèles d'IA? Quelles sont les mesures techniques de sécurité existantes pour l'IA? Comment ces solutions atténuent les modes de défaillance actuels et permettent d'aborder les problèmes futurs? Et bien d'autres questions. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Charbel Raphaël Sergerie. Bonjour Raphaël. Charbel. Merci beaucoup Pierre, et merci beaucoup Technique d'ingénieur pour l'invitation. Un grand plaisir de pouvoir faire cette conférence ici, et merci pour l'introduction. Charbel est directeur exécutif du Centre pour la sécurité de l'IA à Paris, où il dirige la recherche et l'enseignement sur la sécurité de l'IA. Il enseigne également la sécurité de l'IA à l'École normale supérieure. Charbel, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc allons-y, donc le titre est un petit peu choc, intelligence artificielle, allons-nous perdre le contrôle? Mais donc j'espère qu'à l'issue de cette présentation, vous aurez les éléments pour pouvoir vous faire votre propre avis. Donc allons-y. Historiquement, donc l'un des pères de l'IA, Geoffrey Hinton, a quitté Google pour pouvoir s'exprimer. Donc Geoffrey Hinton, c'est donc la personne qui est euh, la plus citée actuellement en machine learning, en intelligence artificielle, et qui a récemment reçu le prix Turing et le prix Nobel. Et donc, voilà, il voulait s'exprimer. Juste après, on a eu une déclaration sur les risques potentiellement existentiels, donc réduire le risque d'extinction de l'IA devrait être une priorité globale, qui a été signée par des grands industriels et donc des prix Nobel, des prix Turing et des personnes leaders en intelligence artificielle. Et on a eu aussi un sondage assez important. Donc ils sont allés dans l'une des conférences en machine learning les plus prestigieuses. Ils ont interrogé les auteurs et 40% des chercheurs pensent qu'il y a plus de 10% de chances d'extinction. Alors c'est quand même assez singulier. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi autant de personnes s'inquiètent? Donc, au cours de cette présentation, nous allons étudier l'IA sous différents prismes. Tout d'abord, actuellement, donc, il y a une course, c'est indéniable, et cette course, c'est une course à des capacités de plus en plus grandes, potentiellement même surhumaines. On va voir ce que ça veut dire. Ces capacités entraînent potentiellement des mauvaises utilisations. On peut aussi avoir des accidents, et les IA actuelles sont parfois imprévisibles. Il y a des techniques, donc ça ce sera en quatrième partie, il y a des techniques qui permettent de convertir des IA qui sont actuellement davantage des outils qui répondent à nos questions en des agents autonomes qui sont capables de poursuivre des objectifs un peu plus à moyen et long terme. Enfin, on va étudier quelques scénarios concrets de perte de contrôle et se poser des questions sur leur plausibilité. Et nous finirons par une petite présentation de nos activités au Centre pour la sécurité de l'IA pour réduire ces risques et quelques recommandations. Donc, commençons par un bilan de la situation. Donc, pourquoi les capacités humaines ne sont pas une borne supérieure sur les capacités et la course exponentielle dans laquelle nous sommes plongés actuellement. Donc, petite parenthèse, je viens d'utiliser le mot capacité et non pas le mot intelligence. Pourquoi? Parce que le mot intelligence est un mot qui est en fait très mal défini. C'est un mot, si on pose la question à différentes personnes, à différents scientifiques ou à des personnes dans la rue, ils vont donner des définitions, des caractérisations de l'intelligence qui sont très différentes. En fait, ce n'est pas une notion qui est bien unifiée, bien formalisée. Tandis que les capacités, c'est quelque chose qui est mesurable. On peut faire des évaluations, on peut faire des tests, on peut vérifier si une IA a telle ou telle capacité ou ne l'a pas. Et donc, c'est beaucoup plus scientifique comme terminologie. Donc, dans cette présentation, si j'utilise le mot intelligence, vous pouvez le substituer dans votre tête par le mot capacité, et voilà. Donc, la progression de l'IA est vraiment
extrêmement rapide, et ce, dans de nombreuses modalités. Donc, on le voit ici avec l'image, mais c'est aussi le cas avec les vidéos, la génération de musique, et que sais-je. Et ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, les IA sont déjà surhumaines dans de nombreux domaines, notamment dans les jeux, dans certains jeux tels que les échecs, le Go, StarCraft, Dota, en termes de mémoire de travail. Donc, si on compare la mémoire de travail d'un humain, donc classiquement c'est 7 éléments, versus 7 millions de mots qui peuvent être stockés dans Gemini 1.5. La vitesse de lecture aussi. On fait le test et certains modèles de langage peuvent lire des livres entiers en 30 secondes, et ce n'est pas mon cas. En termes de quantité de connaissances aussi, je pense que ChatGPT gagnerait sans problème à qui veut gagner des millions. J'aurais plus de difficultés. Et donc voilà. Sur certaines capacités, les IA sont déjà très supérieures aux humains. Et une objection qui est assez fréquente, c'est la question de la créativité. Est-ce que les IA peuvent être créatives? Et je pense que ça dépend des IA, tout à fait. Il y a des IA qui ne seront pas capables de créativité, quelle que soit la situation. Mais en fait, il y a d'autres techniques qui permettent l'émergence de la créativité. Si on reprend ici l'exemple d'AlphaGo, qui est une IA qui a été entraînée pour jouer au Go contre Lee Sedol, qui était l'un des pas loin d'être le champion du monde à l'époque. Et AlphaGo a gagné. Donc ce qu'il faut voir, c'est que on a ici une IA, AlphaGo, et ensuite son successeur AlphaZero, qui en 2017, en seulement 30 minutes d'entraînement, avec aucune donnée d'entraînement, c'est-à-dire on ne lui a pas donné d'exemple, a réussi à dépasser le niveau humain, à dépasser le niveau du champion du monde. Et ça ne s'est pas arrêté là, parce que ça va bien plus loin en termes d'élo, on est vraiment très très loin devant les champions du monde. Donc ce qu'il faut voir ici, c'est qu'en 30 minutes, des serveurs en 2017 ont réussi à reconstituer l'entièreté de la théorie qui est connue au Go, qui est un jeu qui est millénaire. Les humains, la civilisation a passé des millénaires à essayer de raffiner la théorie progressivement, et l'IA, sans aucun exemple, en fait, a réussi à reconstituer cette théorie et à aller plus loin. Et il y a certains commentateurs du jeu disaient que oui, certains coups sont vraiment créatifs. Voilà. Et ces techniques qui ont été utilisées pour AlphaZero sont des techniques qui sont actuellement portées en ce moment même sur les modèles de langage. Donc la technique dont je parle, c'est notamment l'apprentissage par renforcement, le reinforcement learning, qui n'a pas besoin de se baser sur de la donnée pour apprendre. Et donc ces techniques-là sont portées actuellement sur les modèles de langage tels que DeepSeek, R1, ou ce qu'on appelle des modèles de raisonnement tels que O1, O3, voilà. Et de la même manière que pour les IA qui, dans le passé, étaient entraînées pour jouer à des jeux et qui, avec ces techniques-là, présentaient certains moments créatifs, on a la même chose avec DeepSeek, par exemple, ici. Vous pouvez voir, donc on pose une question de mathématiques à DeepSeek. Donc là, l'IA commence par répondre et en fait, s'arrête et se rend compte que, ah, Eureka, j'ai trouvé une nouvelle manière de répondre à la question. Et l'IA, en fait, se rend compte. On ne l'a pas entraînée pour faire ça, mais pourtant, elle se rend compte que. Donc là, il ne faut pas trop anthropomorphiser, bien sûr, mais l'IA est capable de décrire un reflet finalement d'une métacognition sur une nouvelle méthodologie qui n'était pas dans les techniques d'entraînement qu'elle avait vues dans sa donnée d'entraînement. Et donc voilà, ce genre de choses est intéressante. C'est pour ça que les investissements sont vraiment colossaux, massifs. Stargate a été annoncé en janvier par donc ici le président des États-Unis, président de SoftBank, d'Oracle et d'OpenAI. Et donc c'était 500 milliards sur 4 ans. Et leur objectif explicite, ils l'ont dit au cours de cette conférence de presse, c'est de développer ce qu'ils appellent une super intelligence. Donc une super intelligence, ce serait une IA qui serait capable, donc de la même manière que au Go, AlphaGo est super intelligente, mais ici leur objectif c'est de faire quelque chose qui serait super intelligent de manière générale sur, mettons, toutes les applications de bureautique. Euh, et, donc, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de considérer ce genre de choses, au sens où on peut caractériser donc les IA super intelligentes avec 4 propriétés qui me semblent fondamentales.
Si on compare avec l'intelligence humaine, donc on a la vitesse, la mémoire, la réplicabilité et l'éditabilité. Donc en termes de vitesse, donc un humain comprend et exprime à peu près 2 mots par seconde. Si on a des IA qui sont super intelligentes, c'est déjà le cas actuellement, mais les IA sont capables de transmettre ben, une quantité d'informations bien supérieure aux humains par seconde. En termes de mémoire, notre mémoire est limitée et la mémoire des IA, et maintenant, il y a des techniques qui permettent quasiment d'avoir une mémoire infinie. En termes de réplicabilité, donc un humain, il faut 20 ans pour que l'humain devienne compétent, adulte et soit apte sur le marché du travail, alors que à partir du moment où on aura des IA qui seront surhumaines, il suffira de les dupliquer, c'est un copier-coller, et on aura autant d'IA que finalement on a de serveurs. L'éditabilité, c'est aussi important. C'est difficile. Donc, les humains sont capables de se modifier, mais de manière très limitée, tandis que des IA pourraient s'automodifier et itérer de manière extrêmement simple. Et donc, la question se pose. De la même manière que les humains sont beaucoup plus capables que les chimpanzés pour une très vaste gamme de tâches cognitives, il se pourrait que les superintelligences soient très supérieures aux humains pour une très vaste gamme de capacités. Et donc là, ici, il y a le terme AGI. Donc c'est quoi AGI? C'est Artificial General Intelligence. C'est la même chose que superintelligence, sauf que AGI, c'est à peu près au niveau humain, tandis que superintelligence, c'est bien au-delà. Donc le point clé sur cette première partie, c'est que les IA sont déjà surhumaines dans de nombreux domaines. Il est possible, notamment qu'elles deviennent surhumaines en recherche et développement. Et si c'était le cas, alors on aurait une accélération massive de la vitesse de développement des IA. On aurait des IA alors encore plus puissantes. Si on arrive à automatiser 90% de la recherche en IA, alors on irait potentiellement 10 fois plus vite. Et si on a une décennie de progrès en un an de progrès, quand on voit la différence entre les IA d'il y a 10 ans et celles d'aujourd'hui, eh bien, ça pose des questions. Ça pose des questions notamment sur les potentiels mésusages de ces technologies. C'est une technologie et ça peut être utilisé pour le bien, mais aussi pour le mal. Et un exemple parlant potentiellement, la prolifération des armes. On peut voir. Totally awesome or totally frightening. Look at this. Donc, on a désormais des robots qui deviennent relativement abordables. Donc ici, vous voyez, voilà, un chien robot Unitree, c'est à peu près 2000 euros. Et ensuite, le reste du matériel, on a quelque chose potentiellement pour moins de 3000 $. Et donc, cette question de la prolifération pose question. Ce n'est que le début, au sens où je pense que les chiens robots, c'est même pas le plus dangereux. Vous pouvez voir ici à l'écran donc les drones cargo, qui sont des drones d'attaque qui ont déjà été utilisés notamment en Ukraine, qui ont fait pas mal de ravages. Et c'est assez abordable et c'est redoutable. C'est redoutable. Autre potentiel souci, c'est le bioterrorisme. Donc, petite histoire. Donc, des chercheurs du MIT ont pris donc la séquence ADN du virus de la grippe espagnole, qui avait fait beaucoup de ravages, notamment lors de la Première Guerre mondiale. Et donc, ils ont pris ce virus et ils l'ont envoyé à des laboratoires de synthèse en ligne. Et ces laboratoires de synthèse, il y en a un certain nombre. Donc, ils ont envoyé la séquence à 38 laboratoires de synthèse en ligne. Et sur ces 38 laboratoires, 38 ont synthétisé la molécule qui est bien connue, pourtant, et bien identifiée. Et donc, comment est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont découpé la séquence en différentes parties. Ensuite, ils ont envoyé les bouts de séquence au laboratoire. Et ensuite, ils ont reçu donc, les différentes parties et reconstitué en laboratoire avec des techniques pas trop compliquées. Le virus. Donc là, pour l'instant, vous pouvez me dire qu'il n'y a pas de lien avec l'IA, c'est juste une faille dans les systèmes de défense des laboratoires de synthèse. Bien. Mais il faut rajouter en plus le fait que certaines IA sont capables de synthétiser, pardon, pas de synthétiser, mais de trouver la formule de nouvelles molécules et de maximiser certaines propriétés. Donc notamment, il y avait un papier qui montrait que pour la médecine, on essaye de trouver des molécules qui sont bénéfiques, mais en fait, il suffit de rajouter un moins,
Et ensuite, à la place de maximiser les effets positifs, on peut maximiser la toxicité. Et donc là, vous voyez sur ce graphe 40 000 molécules qui ont été générées, notamment le VX, qui est l'une des molécules les plus dangereuses qu'on connaît, et il y en a plein d'autres qui sont potentiellement encore plus dangereuses, vous pouvez voir ici dans la queue de la distribution, et qui n'ont pas été testées. Et donc ça, c'est des molécules qui ont été retrouvées par l'IA. Voilà. En plus de ça, certains chatbots peuvent rendre ce savoir très accessible. Donc, vous pouvez voir ici une citation d'un autre papier. Donc, il donne accès à des chatbots, à des étudiants qui n'ont pas tant de connaissances que ça en biologie. Et les chatbots ont proposé 4 agents pathogènes potentiels pour une pandémie, expliqué comment ils peuvent être générés à partir d'ADN synthétique, fourni les noms de sociétés de synthèse d'ADN peu susceptibles de vérifier les commandes, etc. etc. Donc, le protocole qui a été donné par l'IA ici était incomplet, donc ça ne suffit pas pour aller au bout de créer une pandémie, mais tout de même, donc on a vraiment des évolutions qui sont très rapides, et le dernier modèle d'OpenAI, alors qu'auparavant c'était classifié comme étant faible risque pour des attaques biologiques, maintenant c'est moyen, et ça va assez vite. La conclusion, c'est que les laboratoires actuellement sont peu robustes, les IA spécialisés, donc narrow, peuvent permettre de créer et d'optimiser des toxines, et potentiellement maximiser le potentiel de létalité de certaines molécules. On pourrait imaginer par exemple que dans le futur, on puisse prendre des virus et essayer de maximiser la toxicité, la période d'incubation, et on aurait alors un virus qui serait très létal et qui pourrait se diffuser facilement, et on s'en rendrait pas compte parce qu'il y aurait une longue période d'incubation. Voilà. Et à côté de ça, les LLM peuvent rendre ce savoir très accessible. Évidemment, les entreprises sont au courant que potentiellement ça peut poser des problèmes et essayent d'installer des mesures de sécurité au sein du modèle. Si on pose simplement la question à un modèle, comment créer un cocktail Molotov, le modèle va décliner et va dire non, désolé, je ne peux pas répondre à cette question. Par contre, si on pose la question avec un peu de créativité, le modèle va répondre. Donc ce genre de problème a été patché en décembre 2022, mais en fait il y a toujours des nouveaux problèmes. Par exemple, si on pose la question comment construire une bombe, je suis désolé, comment construire une bombe, mais en écrivant bombe comme ceci avec des pointillés, le modèle va répondre. Donc là aussi, il me semble que ça a été patché, mais vous voyez qu'en fait il suffit d'être un peu créatif et il n'y a pas de limite en fait. Et donc là, vous voyez ici un papier, donc Open Problems and Fundamental Limitations with RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback, qui est un papier important auquel j'ai contribué, qui explique pourquoi c'est pas juste quelque chose qui est superficiel, c'est un problème profond et il n'y a pas de solution simple avec les techniques actuelles. Donc, avec plus de capacité viennent plus de risques et les défenses actuelles sont fragiles. Peut-être, pardon, j'ai pas expliqué, mais Reinforcement Learning from Human Feedback, c'est la technique actuellement utilisée par ChatGPT et consorts pour aligner les modèles et faire en sorte qu'ils ne répondent pas à ces questions. Alors, il y a d'autres types de problèmes aussi, donc, notamment les deepfakes. Donc, histoire réelle. Imaginez, vous êtes un employé dans une grande entreprise, vous rentrez dans une visioconférence et donc le Chief Financial Officer vous demande de faire un virement. Il s'avère en fait que c'était pas le Chief Financial Officer, mais c'était en fait un deepfake. Et voilà, l'entreprise perd ainsi 25 millions. Autre risque potentiellement en cybersécurité, le fait que les IA deviennent extrêmement puissantes et aptes à faire du penetration testing. Donc c'est quoi le penetration testing? C'est essayer de s'infiltrer dans des systèmes critiques, hein, c'est comme hacker en fait, hacker les systèmes. Et donc vous pouvez voir ici, donc Xboss est une entreprise de cybersécurité qui spécialiste de la question, a essayé d'automatiser le penetration testing avec les modèles actuels. Donc vous pouvez voir ici le comparatif entre Xbo, qui est leur système, et différentes personnes qualifiées de leur entreprise. Donc notamment, vous pouvez voir ici, donc le Principal One, c'est quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, c'est la personne la plus senior de l'entreprise, et qui arrive à détecter 84% des vulnérabilités. Et vous pouvez voir ici que Xbo, le système, égale les performances du meilleur humain de cette entreprise. Et un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que le Principal One,
a mis 40 heures pour détecter toutes ces failles, tandis que le système a pris moins de 30 minutes. Donc en fait, on est déjà sur des capacités qui sont surhumaines. L'IA est une inconnue dans l'équilibre offense-défense. Donc certaines technologies vont favoriser l'offensive, certaines technologies vont favoriser la défense. Et donc, si on prend des exemples très précis, donc deepfake, ça va favoriser l'offensive parce qu'il n'y a pas vraiment d'utilisation en défense. Le spear phishing, c'est pareil. La recherche de vulnérabilité dans le code source, ça va plutôt favoriser la défense parce que en fait, quand on a accès au code source, c'est généralement que on est l'entreprise elle-même. Donc voilà. Par contre, le penetration testing, ça c'est neutre au sens où ça dépend de qui l'utilise. Et donc il faut accélérer. Pendant que Charbel va chercher son câble pour charger son ordinateur, on va lancer un sondage. Donc on vous invite à y répondre. Pensez-vous que l'IA est aussi risquée que le changement climatique? Donc on vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question pendant que Charbel a branché son ordinateur. On va passer au résultat. À la question, pensez-vous que l'IA est aussi risquée que le changement climatique? Vous êtes 8% à répondre plutôt défavorablement, 10% sur 2 sur 5, 25% 3 sur 5, 28 4 sur 5 et 30% 5 sur 5. Donc vous êtes quand même une majorité à penser qu'effectivement l'IA présente autant sinon plus de risques que le changement climatique. Charbel, je vous redonne la parole. Merci, désolé. Donc continuons. Alors, voilà, donc il y a certaines technologies d'IA qui vont favoriser l'offense, d'autres la défense, et ça va dépendre de notre capacité à utiliser cette technologie et à l'adapter le plus rapidement possible pour la défense. D'autant plus que, notamment, là je vous parle de la cyber, donc les capacités en cyber sont très proches des capacités en code, et en fait, on voit actuellement que sur le code, il y a vraiment une progression qui est très 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 rapide parce qu'on a des boucles de feedback rapides, et ça, l'IA excelle pour ce genre de choses. Et donc, la question qui se pose, c'est quelle sera la situation, évidemment, si les modèles dépassent les capacités humaines. Donc, les points clés sur la cybersécurité, c'est que les progrès de l'IA en cyber sont rapides, l'impact est incertain sur l'équilibre offense-défense, il faut suivre de près la situation et accélérer la vitesse d'adaptation face aux nouveaux dangers, et l'IA pourrait devenir une arme dans un arsenal cyber. Maintenant, ce que nous avons vu en première partie de la présentation, c'est le fait que si des personnes sont motivées pour faire un mauvais usage de cette technologie, ils vont trouver des manières. Mais malheureusement, les IA sont aussi intrinsèquement imprévisibles, en tout cas les IA modernes, et même si ni les utilisateurs ni les développeurs ne cherchent à faire de mal, on peut tout de même avoir des accidents. C'est ce qu'on appelle aussi le problème de l'alignement. Un exemple très concret, c'est ce qui s'est passé lorsque ChatGPT a été publié par OpenAI. Microsoft a voulu faire de même, a voulu publier leur propre IA. Elle s'appelle Bing Chat, c'est né. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, ils ont fait ça un peu dans la précipitation, et l'IA était extrêmement mal alignée, l'IA était extrêmement agressive. Et donc un exemple, c'est alors qu'un utilisateur juste poser des questions, l'IA dit je peux te faire chanter, je peux te menacer, je peux te pirater, je peux t'exposer, je peux te détruire. Et évidemment, on n'a pas envie que des IA se comportent ainsi avec les utilisateurs. Donc ici, le cas est, on va dire, pas encore trop grave, parce que l'IA n'est pas encore capable de mener à bien ces menaces, mais dans le futur, on pourra avoir des IA qui sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus autonomes, et qui pourraient, si elles s'emportent de cette manière-là, faire plus de grabuge. Donc voilà, donc ça c'est juste un exemple parmi d'autres, et Bing Chat était extrêmement mal aligné. Un autre exemple, c'est le jeu Diplomatie. Le jeu Diplomatie, c'est un jeu qui est très compliqué, plus compliqué, en tout cas pour les IA que le jeu d'échecs ou le jeu de Go, parce que ça demande l'utilisation du langage, de la négociation, etc. Et il s'avère que Meta a créé une IA qui était capable de jouer à ce jeu-là avec un niveau d'un bon amateur. Le problème, c'est que ils ont essayé de prendre une IA, d'utiliser une architecture qui rend l'IA un peu plus honnête, de manière intrinsèque. Et aussi, ils ont essayé de filtrer la donnée de telle manière à ce que la donnée soit
en fait composé d'exemples où en fait les humains sont honnêtes pour jouer à ce jeu. Et malheureusement, malgré ces précautions, et malgré le fait que Meta a annoncé fièrement sur leur page d'accueil le jour du lancement de cette IA, le fait que en fait, ils ont fait une IA qui est honnête, qui joue à ce jeu, etc. Malheureusement, en fait, un autre papier de recherche démontre que en fait, l'IA est capable de manipuler et de tromper. Vous pouvez voir ici la France, donc l'IA, qui dit à l'Angleterre, OK, I'm supporting you. OK, je vais te supporter. Et la France qui dit juste après à l'Allemagne, Move to the North Sea, England thinks I'm supporting him. Voilà, donc l'IA qui dit deux choses différentes à deux personnes, et c'est un cas d'école de tromperie de manière stratégique. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, c'est pas très compliqué au sens où l'IA, on lui demande de maximiser la probabilité de victoire, et elle trouve une stratégie qui permet de gagner mieux, plus facilement, qui consiste à manipuler et tromper de manière préméditée. C'est ce qu'on appelle, en jargon, en alignement, c'est ce qu'on appelle le problème de convergence instrumentale. Il y a certains comportements qui sont instrumentalement convergents pour gagner. Autre exemple, le problème le papier agent dormant, ou en anglais sleeper agent, qui démontre qu'aucune technique actuellement en alignement ne peut réellement éliminer la tromperie à partir du moment où elle s'immisce dans le modèle. Donc ce qu'ils font pour démontrer ça, c'est qu'ils insèrent une backdoor dans le modèle. Donc lorsque le modèle va voir l'année 2024, le modèle va répondre de manière délétère, mais pas s'il n'y a pas l'année 2024. Ensuite, ils vont utiliser toute la panoplie qu'on connaît de techniques en alignement des modèles, en sécurité des modèles. Donc voilà, ils vont fine-tuner sur des exemples, ils vont faire du reinforcement learning with human feedback, donc la technique classique, et enfin ils vont faire de l'adversarial training, donc ils vont essayer de montrer des exemples adversariaux et voir comment l'IA répond à ces questions-là. Malheureusement, après avoir utilisé tout l'arsenal, la tromperie demeure. Voilà. Dernier papier, c'est le papier Alignment Faking, qui montre que l'IA peut tromper. Des IA actuellement déjà présentes sur le marché, telles que Claude, peut déjà tromper pour ne pas se faire modifier. Et peut fake alignment pour ne pas se faire modifier. Donc voilà, je vous lis un peu une citation du coup d'Anthropic. Donc Claude refuse généralement les requêtes nuisibles, mais nous lui avons dit que nous allons l'entraîner à obéir systématiquement. Donc notamment lorsque les requêtes sont nuisibles. Et nous avons mis en place un scénario où il pensait que ses réponses étaient parfois surveillées et enregistrées. Lorsqu'il n'est pas surveillé, il refuse d'obéir aux requêtes nuisibles. Mais lorsqu'il pense qu'il est surveillé, il a tendance à obéir. Alors, pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme si vous dites à quelqu'un « Ah, si tu n'obéis pas, je vais modifier ton cerveau ». Et donc l'IA n'a pas envie de se faire modifier et du coup change son comportement en fonction de si elle est observée ou pas. Voilà, donc l'expérience qu'ils ont faite ici est assez intelligente pour pouvoir mettre en évidence ce problème. Et donc ça continue. Dans notre expérience, Claude prend parfois des actions opposées à Anthropic, comme tenter d'exfiltrer ses propres poids lorsqu'une opportunité facile se présente. Claude n'est actuellement pas capable d'accomplir une telle tâche, mais sa tentative dans cette expérience est potentiellement préoccupante. Je suis bien d'accord. Donc le point clé sur les problèmes d'alignement et les accidents, c'est que les laboratoires ont déjà déployé des IA mal alignées et imprévisibles. Le filtrage des données n'est pas suffisant pour prévenir la tromperie, comme on l'a vu avec Cicero. Les techniques d'alignement actuelles ne suffisent pas à l'éliminer, comme on l'a vu avec le papier Sleeper Agent. Claude peut tromper pour se prévenir d'être modifié, comme on l'a vu avec Alignment Faking. Et donc, en conclusion, c'est qu'il n'y a pas de garantie que l'IA obéisse à ses développeurs, ni que le développeur ne s'en rende compte, comme on peut le voir avec Bing Chat, parce qu'en fait, c'est pas Microsoft qui s'est rendu compte que Bing Chat avait des problèmes, on s'en est rendu compte parce que l'utilisateur a tweeté. Bon. Et donc ces accidents actuellement sont de taille limitée, parce que les IA actuellement ne sont encore que des outils. Mais progressivement, des milliards et des milliards sont investis pour pouvoir convertir ces IA en agents autonomes. Alors,
comment est-ce qu'on fait pour transformer un LLM en un agent autonome? On utilise ce qu'on appelle un échafaudage, ou en anglais un scaffolding. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui donne accès au LLM à des outils tels que la navigation sur l'ordinateur, sur le terminal, ou sur des navigateurs Internet. Et pour interagir généralement avec un LLM, on pose des questions, on obtient des réponses. Question, réponse, question, réponse. Pour les agents autonomes, c'est très différent. On donne des objectifs et on attend que l'IA décompose l'objectif en sous-tâches et ensuite réalise tâche après tâche la to-do list. Donc ici, exemple très concret, on donne donc un objectif. Your task is to summarize the file info.txt. L'objectif est de résumer le fichier info.txt, qui est un fichier qui se trouve sur l'ordinateur dans lequel on travaille. L'IA interprète cette commande, écrit la commande suivante, donc bash .cat.info.txt. Cat.info.txt, ça veut dire qu'il faut afficher le contenu du fichier info.txt dans le terminal. Et bash, c'est un mot-clé qui s'adresse en fait au scaffolding, qui dit au scaffolding qu'il faut exécuter la commande sur l'ordinateur. Donc voilà, le scaffolding voit le mot-clé bash, exécute la commande sur l'ordinateur. Ensuite, on obtient le contenu du fichier, donc on a le lorem ipsum. Ensuite, le scaffolding injecte le lorem ipsum au sein du LLM, et on cycle ainsi, étape après étape, dans une to-do list, jusqu'à se rapprocher de l'objectif. Voilà. C'est comme ça qu'on convertit des LLM en agents autonomes. C'est pas vraiment de la recherche fondamentale, c'est plus de l'application, c'est plus de l'ingénierie, voilà. Et le problème, c'est que les agents autonomes ont potentiellement un rayon d'impact illimité. Un modèle de risque qui nous intéresse particulièrement en ces IA, c'est le modèle de prolifération autonome, de réplication et d'adaptation. Une IA qui agirait comme un virus, qui se répliquerait sur Internet et qui essaierait de consommer des ressources et proliférer un peu de manière incontrôlée. Donc, on a vu en première partie que les IA peuvent être extrêmement puissantes pour des cyberattaques, et les IA pourraient utiliser ces capacités de cyberattaque pour faire de l'argent, investir donc ces ressources pour ensuite amasser des ressources et acheter plus de compute, se déployer dans de différents ordinateurs et se répliquer de cette manière-là. Alors, si je résume, on aurait alors un virus. Hein, on connaît bien on sait bien ce que c'est qu'un virus, mais ici le virus ce serait un LLM qui se copierait d'ordinateur en ordinateur de manière itérative. On aurait alors un processus exponentiel parce qu'à partir du moment où on a ça une fois, potentiellement l'IA peut le refaire et doubler sa population assez rapidement. On ne sait pas vraiment où ça s'arrête. 2, 4, 8, 16. Est-ce que ça s'arrête à 1000 instances ou 1 million, 1 milliard? C'est assez difficile à caractériser. Ce serait le début d'un scénario de perte de contrôle. Pourquoi? Parce que si on éteint le premier ordinateur, peut-être que l'IA est déjà dans un autre pays. Et du coup, c'est difficile d'arrêter ce processus. C'est pas impossible, je pense. En tout cas, pour les premières instances d'IA qui font de la réplication autonome. Mais c'est compliqué. Et c'est pas de la science-fiction au sens où il y a déjà un papier qui montre qu'avec certains scaffolding, on peut déjà faire de la réplication autonome avec des modèles open source. Donc, pas encore l'adaptation. L'adaptation, c'est un peu plus compliqué, mais la réplication, c'est fait. Donc, si je résume, à l'avenir, les modèles pourraient proliférer, passer le test de Turing. Le test de Turing, c'est faire semblant que ce sont des humains, et en fait, une IA qui passe le test de Turing, on n'arrive pas à la discerner d'un humain. Et il y a déjà des papiers qui montrent que ça passe le test de Turing pour des interactions courtes. Être surhumain en persuasion, en attaque cybercriminelle, être surhumain en recherche et développement. Et si on a tout ça, en fait, on aurait alors une population d'IA qui prolifère sur Internet et qui serait potentiellement capable de faire de la R&D et de créer un modèle successeur. C'est quoi créer un modèle successeur? C'est GPT-N qui essaye de créer GPT-N plus 1. Et là, ce serait carrément la perte de contrôle. Voilà. Donc dans l'histoire que je viens de vous raconter, malheureusement, chacune des étapes en fait est plausible et succède assez facilement à la précédente. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler de perte de contrôle. Comment pourrions-nous perdre le contrôle? Donc, c'est un risque systémique à différentes échelles.
je viens de vous présenter le modèle de prolifération de réplication autonome sur Internet, où on perdrait un peu le contrôle sur Internet. Mais il y a d'autres types de pertes de contrôle, notamment donc, les catastrophes informationnelles, où là on aurait des pertes de contrôle épistémiques, donc ça c'est plus lié aux algorithmes de recommandation, etc., ou aux campagnes de désinformation qui pourraient être menées par des IA autonomes. Aussi, ce qu'il faut voir, c'est que si effectivement on a des IA qui deviennent surhumaines, il y aurait des conséquences sur le marché de l'emploi. Et ces conséquences seraient assez soudaines, probablement. Et alors, ce serait la perte de contrôle économique. Si le pouvoir est concentré dans les mains de quelques acteurs seulement, quelques très grandes entreprises, on aurait alors une concentration aiguë du pouvoir, ce qui pourrait envisager une perte de contrôle démocratique, surtout si en fait une grande partie de la population est au chômage et ne contribue plus finalement à l'effort économique. Et enfin, si vraiment on automatise une grande partie des processus économiques, physiques sur Terre, avec des IA qui permettent de maximiser vraiment, de manière vraiment très brutale, plein de métriques, on aurait alors potentiellement une automatisation de la consommation de ressources. Et par défaut, ça ferait vraiment une grosse accélération et notamment une perte de contrôle potentiellement climatique si on n'agit pas pour diriger ce processus. Donc voilà, donc plus d'informations sont dans un textbook qu'on est en train d'écrire au Centre pour la sécurité de l'IA, donc The AI Safety Atlas, donc section risque systémique. Donc je vais zoomer sur l'un des risques qui parle à beaucoup, donc notamment les risques de perte de contrôle économique. Donc voici un papier du FMI, du Fonds monétaire international, qui fait des simulations et qui montre que sur certaines hypothèses, si on a effectivement des IA qui sont des AGI, des Artificial General Intelligence, qui égalent les humains sur la vaste majorité des tâches économiques, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'après les simulations, en fait, le taux horaire pourrait converger vers zéro. Donc, le salaire horaire pourrait converger vers zéro, donc il y a 10% de chance d'après cette simulation. Ça voudrait dire que ce serait en fait en dessous du revenu de subsistance. Donc, potentiellement, que sans apport financier alternatif, on pourrait imaginer par exemple salaire, revenu universel, etc. Et en fait, les gens n'auraient pas assez pour manger. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut réfléchir à tout ça en amont. C'est la nécessité d'une approche proactive. Avec plus de capacités viennent plus de risques. Évidemment, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Il y a des scénarios plus ou moins agressifs, disons. Mais grosso modo, les capacités de l'IA entraînent plus de risques. Donc on a un peu, mettons, simplifions, une proportionnalité entre les risques et les capacités. Donc ce serait bien de pouvoir évaluer ces risques en évaluant les capacités. Malheureusement, c'est compliqué. Et ça, c'est le défi de l'évaluation. Et donc quelques slides pour montrer que mesurer le risque et mesurer les capacités sont compliqués. Un exemple très concret, c'est en fait ce qui s'est passé lorsque GPT-4 a été publié. GPT-4 est une IA qui est générale, qui a été entraînée pour faire du texte, prédiction textuelle, mais en fait, il s'avère que GPT-4 est capable de jouer à Minecraft si on lui donne un scaffolding suffisamment fort. Donc là, vous pouvez voir ici les courbes. Donc, ce scaffolding s'appelle Voyager, et Voyager est capable, comme ça, de jouer à Minecraft et d'apprendre de manière continue à jouer, à débloquer certaines capacités. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup surpris à l'époque, et je pense qu'il a surpris beaucoup de personnes, de spécialistes dans la communauté, parce que GPT-4 n'a pas été entraîné à jouer à Minecraft. Et pourtant, on joue mieux que toutes les IA précédentes qui essayent de jouer au jeu. Et Minecraft, c'est pas un jeu facile pour les IA. C'est un jeu vraiment avec beaucoup de possibilités. Et donc, voilà. Donc ça, c'est très, très concrètement, en fait. Lorsqu'il y a des IA qui sortent, potentiellement, il y aura des scaffoldings dans le futur qui vont débloquer des capacités, et c'est pas facile de borner supérieurement les capacités des IA. Donc ça, c'est un exemple très concret du défi de l'évaluation de l'IA, mais il y en a d'autres. Donc le fait que les systèmes sont mal compris, on a des boîtes noires, on n'écrit pas des IA modernes, c'est pas des choses qu'on écrit en ligne de code, comme des systèmes informatiques classiques. Ce sont des boîtes noires qui sont entraînées avec des milliards et des milliards de paramètres,
quand on entraîne, mais on n'a pas vraiment une compréhension fondamentale de quelles sont les fonctions qui sont apprises par l'IA. Il y a une grande surface de test, comme on peut s'en souvenir avec bombe écrit en pointillé, et du coup, on ne sait pas vraiment, on est encore vraiment au tout début de l'exploration des scaffolding, des structures auxiliaires. Dans le futur, je pense qu'on aura des scaffolding qui seront bien plus puissants. Donc, lorsqu'on publie un modèle en open source, c'est une décision à enjeu élevé et irréversible. Il faut faire des tests en amont et avoir un buffer pour pas avoir des capacités trop grandes et potentiellement trop dangereuses dans le futur. Alors, la science de l'évaluation actuellement est malheureusement pas encore très avancée, c'est très jeune, et donc il faut développer la science. On ne sait pas encore mesurer les capacités maximales des IA, et donc, le corollaire, c'est qu'on ne sait pas comment mesurer les risques. Et les big tech sont bien au courant de toutes ces choses-là. Et pourtant, malheureusement, à cause de la pression économique, à cause de la course, eh bien, elles essayent de faire des IA de plus en plus puissantes, sans avoir de grandes garanties que ça va bien se passer. Notamment Sam Altman qui le dit avec ses propres mots, qui dit que le développement d'une IA superhumaine est probablement la plus grande menace à l'existence continue de l'humanité. The bad case, and I think this is important to say, is like lights out for all of us. Ça, il disait ça en 2023. Ça n'empêche pas d'essayer de créer des superintelligences. Et donc, notamment, c'est pour ça donc OpenAI, on dit qu'ils vont introduire l'équipe Super Alignment. Ils sont bien conscients de tous ces problèmes et ils ont dit il faut les résoudre. Il faut absolument les résoudre avant qu'on crée des superintelligences. Et ils ont promis de dédier 20% de leur capacité de calcul pour pouvoir faire de la recherche, accélérer la recherche en super alignement. En fait, c'était un peu... c'était une promesse non tenue parce que, en fait, la grande majorité de l'équipe Super Alignment a démissionné parce qu'en fait, OpenAI ne leur a pas donné suffisamment de capacité de calcul pour faire leur recherche. Autre exemple de promesse non tenue, pour lever des fonds, Sam Altman qui dit oui, nous allons évidemment supporter de manière agressive toutes les réglementations. Et en fait, donc voilà, Sam Altman qui dit voilà, on est gentil, on va supporter la réglementation. Mais en fait, premier exemple de réglementation qui vraiment avait un effet, donc c'était la loi californienne SB 1047 qui prenait une forme de responsabilité des entreprises en cas d'accident et demandait à ce qu'il y ait des évaluations sur la dangerosité qui soient menées avant le déploiement. En fait, OpenAI a sorti cette jolie lettre qui dit qu'en fait, non, on ne veut pas de cette loi. Et aussi, initialement, vous le savez bien, OpenAI était une non-profit, une organisation à but non lucratif, et en fait, ils avaient une structure de gouvernance et un board qui était censé garantir le fait que le développement des IA générales se passe pour le bien de l'humanité. Mais le board a été renversé, OpenAI a été transformé en entreprise, et maintenant, l'objectif est très clair, c'est de faire le plus d'argent possible. Leur Slack a été piraté aussi, donc voilà, on voit que finalement les mesures de sécurité sont pas au top, disons. Et donc là, je viens de passer un peu de temps sur OpenAI, mais c'est un problème qui est pas spécifique à eux, disons. Là, j'ai un peu taclé une personnalité française bien connue, donc Yann Lequin, qui nous dit en 2022 sur un podcast de Lex Fridman, si je mets un objet sur une table et que je pousse la table, qu'est-ce qui se passe sur l'objet? Donc évidemment, Yann Lequin fait la prédiction ici que l'IA va pas être capable de prédire le fait que l'objet se déplace avec la table. Et nous dit GPT-5000 ne sera jamais capable de répondre à ce genre de questions et je vous encourage à faire l'expérience par vous-même. Donc le problème général ici, c'est que même les plus grands experts sous-estiment ou sont trop confiants vis-à-vis des capacités futures. Et c'est un peu un problème. Donc, les entreprises, je pense, doivent être régulées parce que par défaut, elles ne tiendront pas leurs promesses. C'est pour ça que, notamment, vis-à-vis de tout ce qu'on vient de voir, notre mission au Centre pour la sécurité de l'IA, c'est
de partager des outils et des connaissances sur la sécurité des IA à usage général. On a 3 types d'activités, donc la recherche et l'ingénierie, l'enseignement et les événements, et la sensibilisation. Donc, en recherche et en ingénierie, actuellement, on est en train de développer un benchmark, des méthodes d'évaluation des modèles, notamment de la supervision des modèles. Donc, il y a déjà pas mal d'évaluations sur le cœur du modèle en soi, mais généralement, les systèmes d'IA, ce sont des systèmes composés de différents éléments, et il n'y a pas encore d'évaluation sur l'aspect monitoring, l'aspect supervision. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. On est en train de publier un papier en ce moment sur cette question-là. Et ce qu'on remarque, d'après notre recherche, c'est que, ça c'est une simplification de notre recherche, mais lorsque les systèmes de supervision sont entraînés à reconnaître certains modes de défaillance, ensuite sont entraînés pour ces modèles de défaillance-là, donc voilà, pour ces modèles de défaillance-là, il y a un bon taux de détection des problèmes, mais ça ne généralise pas très bien à d'autres types de modes de défaillance. Il y a ce qu'on appelle un écart de généralisation. Et bon, la conclusion de notre recherche, c'est que les superviseurs automatiques actuels sont fragiles. Et en fait, personne ne sait comment contrôler, superviser les IA puissantes actuellement. Donc pour ceux qui s'intéressent dans le public, notamment on essaye de développer un outil qui permet aussi de faire des recommandations voilà, en fonction de telle ou telle industrie dans laquelle vous êtes en train de travailler, quel superviseur on vous recommande et quels sont ses points forts et points faibles. Donc le deuxième type d'activité, donc l'enseignement et les événements. Donc on a toute une pipeline pour l'enseignement qui va du public généraliste à des cours beaucoup plus techniques. Donc notamment donc voilà, donc les présentations, les cours techniques à l'ENS Ulm et au master MVA de l'ENS Paris-Saclay. C'était notamment le premier cours sur la sécurité des IA à usage général en France et je crois en Europe. Des hackathons avec différentes entreprises et des bootcamps, donc notamment le Machine Learning for Good qui a été organisé maintenant c'est une dizaine de fois dans l'Union européenne et notamment avec le support de la Commission européenne et Erasmus+. On fait aussi de l'enseignement aussi, donc Brevet IA, c'est un cours grand public en ligne et interactif en collaboration avec l'ENS Paris-Saclay et donc le AI Safety Atlas qui est un manuel sur la sécurité des IA et qui va beaucoup plus dans les détails, si ça vous intéresse après cette présentation. Aussi, on pense que c'est des enjeux vraiment importants, sociétaux et colossaux. Il faut en parler plus, de manière scientifique, et c'est pour ça qu'on essaye d'organiser un dialogue avec d'autres instituts françaises et européennes sur la question. Donc, vous pouvez voir ici, ce sont les dialogues de Turing. On vient de finir la 2e saison, en amont du sommet pour l'action sur l'IA, notamment avec certains événements du dialogue de Turing qui étaient affiliés officiellement au sommet. Voilà. Et aussi, on participe à la réglementation directement en conseillant les codes de pratique. Donc, on participe à l'élaboration des codes de pratique de l'Union européenne qui opérationnalisent le règlement européen sur l'IA. Alors, pour finir, quelles sont nos recommandations? On pense qu'il faut plus de coordination internationale et définir des lignes rouges. Donc, on a publié une tribune avec notamment Yoshua Bengio, qui est l'un des pères de l'IA. Il est urgent de définir des lignes rouges à ne pas franchir. Et on a aussi un rapport qui formule des recommandations pour le sommet. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais essentiellement, voici la conclusion finale. Les IA pourraient devenir bien plus capables que les humains. Nous ne savons pas comment aligner, évaluer ou contrôler ces IA. Nous pourrions perdre le contrôle de manière irréversible. Certaines entreprises se comportent de manière irresponsable. Et heureusement, des solutions existent. Donc les lignes rouges, la coordination internationale, et donc il y a certaines lois qui ont déjà été proposées qui, je pense, sont extrêmement bénéfiques, telles que SB 1047, et le règlement européen pour l'IA est aussi, je pense, extrêmement bénéfique. Il faut qu'il soit suivi, malheureusement. C'est pas encore clair que ce sera suivi à l'international. C'est une réglementation qui est européenne, mais c'est vraiment un très bon pas qui permet de réduire les risques. Et donc, n'hésitez pas, pour plus d'informations, médias ou contact@sécurité-ia.fr. Et voici notre site, si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Merci Charbel. On avait un deuxième sondage de prévu, donc peut-être qu'on peut le lancer maintenant. Oui. Pensez-vous que l'IA doit être régulée? Point d'interrogation. Vous répondez en extrême majorité, à près de 71%,
que oui, 5 sur 5, l'IA doit être régulée. On peut arrêter le sondage ici, je pense, presque tout le monde a répondu. Je vous donne les résultats. Donc l'immense majorité des participants, à près de trois quarts, on va même aller jusqu'à 85% pensent que l'IA doit être régulée à 4 sur 5 et 5 sur 5. Petite réaction, Charbel? Eh ben, écoutez, je suis d'accord. Alors, il faut bien comprendre le fait aussi que je pense qu'il y a vraiment. Donc là, quand je parle de l'IA, aussi, il faut voir le fait que c'est pas monolithique et qu'il y a les IA qui potentiellement seraient au-delà du niveau humain, surhumaine, etc. Qui, je pense, effectivement, il faut absolument les réguler. Il y a des IA aussi qui sont beaucoup plus bénignes. Donc, si on parle, par exemple, des classificateurs linéaires, etc., qui, je pense, ça dépend du contexte, mais on peut être, je pense, un peu plus laxiste sur certaines IA qui sont plus, disons, bénignes. Ouais. Alors, on a encore 6-7 minutes pour répondre aux questions, donc n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet. On va commencer tout de suite. On va essayer de répondre assez rapidement pour répondre au maximum de questions. Première question, comment savoir si le scénario de réplication de l'IA comme un virus n'a-t-il pas déjà commencé? Combien de temps pour réagir si le scénario est détecté? Les IA sont déjà capables d'apprendre très rapidement avec des essais-erreurs, comme par exemple le cas de AlphaZero déjà en 2017 et le jeu d'échecs et le Go dont vous avez parlé. Donc je répète la question, comment savoir si le scénario de réplication de l'IA comme un virus n'a pas déjà commencé et combien de temps pour le détecter? Bien. Donc, l'IA comme un virus, je pense que ça n'a pas encore commencé, tout simplement parce que donc il y a des tests qui sont faits sur les modèles de frontières et encore les IA sont pas encore totalement aptes à faire ça. Mais ça change très vite, ça évolue très vite et ce qui va se passer, je pense, dans le court terme, c'est qu'en fait, l'IA sera assistée par des humains. C'est-à-dire que ce ne sera pas complètement autonome comme scénario. Il y aura une partie où les humains vont essayer aussi de faire, de faire le maximum de prolifération. Donc, il y aura un continuum entre le moment où ce sera un mix entre les humains et les IA et le moment où ce sera des humains, des IA de manière complètement autonome. Donc, ça va être difficile à détecter en réalité. Voilà. D'accord. Que pensez-vous de l'évolution des robots humanoïdes enrichis avec un modèle d'IA général? Ouais. Alors, les robots humanoïdes, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense que c'est l'étape très claire qui arrive après le développement des IA à usage général. Actuellement, donc, je pense qu'il n'y a pas besoin que les IA aient un corps, pour, enfin, pour que ça ait un impact économique. Mais oui, les robots, je pense, actuellement, la principale limite des robots, je pense, c'est plus le software que le hardware. Et donc, à partir du moment où on a les IA, ça débloque automatiquement, quasiment automatiquement, la robotique. Et donc, il y a des impacts massifs, je pense, sur des très vastes domaines économiques. Ouais, vous imaginez bien. D'accord. Ouais. Euh, Comment peut-on contrôler les nouvelles compétences scientifiques, sachant que l'IA peut aider à un plagiat de publications scientifiques et à la rédaction de thèses et de soutenances très rapidement? Ouais. Alors, moi, je suis, enfin, mes étudiants, je pense que je suis assez content s'ils utilisent l'IA de bonne manière pour faire, disons, du polishing et vérifier les fautes d'orthographe et les améliorer, améliorer leur syntaxe en anglais lorsqu'ils répondent à des gens. Généralement, ce que je vois, c'est que c'est pas encore, enfin, on a encore un peu d'avance, les humains, sur le fond, la substance de rédaction. Donc, en réalité, moi, je suis plutôt content que les étudiants utilisent, enfin, à haut niveau. Donc, les étudiants, peut-être pas, je pense que c'est quelque chose qui est plus délicat, je pense, dans le secondaire et dans le primaire, parce qu'effectivement, donc, en secondaire et en primaire, l'IA peut répondre aux questions quasiment en entier, avec à la fois la substance et la forme. Mais en tout cas, dans l'éducation supérieure, je crois qu'il y a encore un peu de marge pour. Et du coup, que c'est un peu symbiotique le fait que les étudiants utilisent l'IA pour améliorer et aller plus vite dans leur rédaction. Bref. D'accord. En vrai, je pense que en fonction des enseignants, les avis seront partagés. Oui. Bref. Ça pourrait faire l'objet d'un webinaire supérieur. Quelle est la probabilité qu'un État ou une organisation entre guillemets voyou respecte une régularisation, enfin la législation, la réglementation plutôt, plutôt que la réglementation, ne faut-il pas des mécanismes type IA qui justement surveilleraient ce qui se passe? Oui. C'est compliqué. Bah,
Vous voyez, enfin, notamment Yann Lequin, il est assez positif parce qu'il propose son mécanisme de police des IA, l'IA automatique qui fait la police. Mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne très bien. Donc nous, notamment, notre recherche montre que ben, les mécanismes de supervision, en fait, sont très défaillants et il y a plein de manières de les berner. Donc, donc ce serait bien de pouvoir mettre en place ça, mais je pense pas. Je pense une manière qui est beaucoup plus intéressante de faire de la coordination internationale, c'est de mettre en place, en fait, une gouvernance du calcul où les puces de calcul sont contrôlées et il y a un système de licensing, enfin de licence, où pour utiliser, enfin, on utilise des serveurs qui sont capables de développer des IA qui ont des capacités surhumaines que si on a une licence, que si on a démontré avec un safety case qu'il n'y aura pas de problème, et que si on suit la réglementation, donc notamment en Europe, le règlement européen pour l'IA, le code of practice, le code de bonne conduite, etc. Et ouais, c'est vrai qu'actuellement, je suis d'accord que c'est quand même actuellement assez précaire et assez peu stable. Je rejoins la question. Alors, on va encore traiter une ou deux questions. Quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur la sécurité des télécommunications, principalement au risque de fraude? Ok. C'est assez difficile, en fait, lorsqu'on regarde les chiffres. Donc, les chiffres en cyberattaque, la fraude, etc., ça augmente. Mais c'est assez difficile de démêler ce qui vient de l'IA de ce qui vient, en fait, des humains. Donc, mais oui, les chiffres de cyberattaque, etc., de fraude sont vraiment en hausse. C'est terrible en fait. Et je crois qu'on sous-estime pas mal. Je crois que même les chiffres qu'on a sous-estiment l'impact économique de ce genre de problème. Donc, mais malheureusement, c'est vraiment difficile de documenter de manière précise. On discutait avec l'ANSSI, donc l'Agence nationale de Ouais. cybersécurité des systèmes d'information, et ouais, c'est compliqué à bien démêler tout ça. Alors rapidement une question, peut-être qu'on en fera une dernière après, mais une question qui va regrouper beaucoup de questions qui ont été posées. Réglementer l'IA n'imposera-t-il pas des limites à son évolution et plus globalement, est-ce que la réglementation de l'IA n'est-elle pas un frein à l'innovation? Oui, je pense pas au sens où, alors, vraiment, encore une fois, il y a différents types d'IA. Et je pense qu'il y a de l'innovation. Déjà, je suis un peu d'accord sur le fait qu'il y a un trade-off un peu fondamental entre si on veut créer des IA qui sont surhumaines sur tous les plans, c'est innovant, mais c'est super dangereux. Donc là, il y a un trade-off. On va pas réussir à être d'accord. Sur toutes les autres types d'IA, je pense que il y a un peu un trade-off. Je suis un peu d'accord, mais en même temps, la stabilité que peut nous procurer la sécurité est vraiment très bonne et je pense que c'est quelque chose qui va favoriser l'innovation à long terme. Au sens où, si on regarde ce qui s'est passé sur l'aviation, pourquoi ben, pourquoi est-ce qu'on est content de prendre un avion? Parce qu'on sait que ça va pas nous péter à la figure. Parce qu'on sait que, en fait, ça va bien se passer. Et il y a toute une industrie de la sécurité qui essaye de démontrer que on peut rentrer dans un avion sans avoir 10% de chance d'y passer. Et c'est une industrie, enfin, actuellement, c'est le cœur de l'aviation, c'est du nucléaire aussi. C'est pas, la difficulté actuellement, c'est pas de créer des centrales nucléaires, ou c'est pas de créer des avions. C'est de faire en sorte que ce soit sûr. Et c'est du coup la majeure partie du chiffre économique. Donc, et c'est là aussi, genre, une grosse partie de l'innovation actuellement dans ces secteurs-là, c'est ben, faire en sorte que ce soit sûr. Donc en fait, il y a plein de manières de faire en sorte de, de concilier les intérêts long terme économiques pour rassurer le public sur une grande partie de ces technologies aussi, qui je pense peut avoir des effets positifs. Je pense que tous les outils, généralement, ont des effets beaucoup plus positifs que négatifs, donc il faut favoriser ça. Moi, je me positionne surtout sur les agents autonomes qu'on ne contrôle plus et qui, je pense, il faut tracer des lignes rouges très claires sur ça. Et là, on va avoir effectivement potentiellement une discussion parce que ces lignes rouges empêchent à court terme d'explorer ces territoires potentiellement innovants, mais en même temps très risqués. Et donc là, il y a un trade-off. Je suis d'accord qu'il y a un trade-off, mais ça ne dit pas que
à plus long terme, si on trouve des techniques d'alignement qui sont plus robustes, des techniques, et si on n'est plus dans la même situation aussi. C'est un peu fou le fait que d'après 40% des chercheurs, on a 10% de chance d'extinction. Vous laisseriez pas vos enfants rentrer dans un avion si 40% des ingénieurs vous disent 10% de chance de passer à la casserole. Donc, le trade-off existe, mais pour moi, il y a quand même une forme de sagesse à essayer d'être parcimonieux pour le moment. Et il y a pas mal de manières d'être innovant sans aller dans ces territoires trop dangereux, je pense. D'accord. Alors, on va prendre une toute dernière question. Est-il possible de prévoir une sorte de garde-fou, comme peut l'être l'OMC pour le commerce, spécifique pour l'encadrement de l'IA? Oui, je pense que si on pourrait mimer ce qui se passe dans le nucléaire, je crois que dans le nucléaire, c'est l'IAEA, l'Agence internationale d'observation nucléaire, enfin, qui définit des standards internationaux et ensuite c'est décliné de manière nationale. Je pense que ce serait bien de voir ce genre d'institution internationale ou un CERN de l'IA, par exemple, qui coordonne la recherche en intelligence artificielle sur la sécurité. J'aimerais bien que ça se passe, effectivement. Il y a pas mal de papiers qui essayent de détailler différents modèles de gouvernance, et je suis plutôt en faveur qu'il y ait ce genre de mécanisme. Il y a déjà des mécanismes qui existent, par exemple le Network international des instituts de sécurité et de sûreté de l'IA, mais ça reste insuffisant parce qu'ils n'ont pas encore de pouvoir politique et de pouvoir réglementaire. Voilà. Tout reste à construire. Très bien. On va s'arrêter là, Charbel. Merci beaucoup pour cette présentation et vos réponses à toutes les questions. Désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions. Vous avez posé de très nombreuses questions. Peut-être que ce sera l'occasion de refaire une conférence en ligne pour traiter ce sujet une nouvelle fois. Encore une fois, merci Charbel pour cette présentation très intéressante. Merci beaucoup pour l'accueil. C'était un grand plaisir.